Et on enchaîne avec un autre essai, un essai d'économie cette fois qui a véritablement séduit tout le monde, les experts comme les béotiens. Homo economicus de l'économiste Daniel Cohen, comme toujours avec lui, c'est talentueux et accessible. On y comprend que l'économie est devenue folle et que surtout l'économie a oublié une notion fondamentale, celle du bonheur. On ne crée plus de la richesse dans le but d'être plus heureux. Tout de suite rencontre avec un merveilleux professeur d'économie. L'économiste, normalement, œuvre au bonheur, même s'il sait qu'il y a beaucoup d'autres facteurs que la prospérité pour y parvenir, mais l'implicite est que plus une société devient prospère, ça paraît complètement évident quand on le dit, plus on offrira des degrés de liberté additionnels aux gens et plus, au bout du compte, on sera heureux. Il a fallu une révolution copernicienne qui s'est produite depuis maintenant 20 ou 30 ans dans la façon d'appréhender le problème pour que les économistes se rendent compte que non seulement ça n'était pas vrai, la prospérité entraîne le bonheur, mais en plus, parfois, notamment aux États-Unis, c'est le contraire. La prospérité s'accompagne d'une dégradation du bonheur. De quand vous la datez, cette déconnexion justement entre la notion de bonheur et de prospérité? En fait, bon, il y a un débat sur la question de savoir si c'est à partir de quand ou si c'est à partir de quel niveau de richesse une déconnexion s'établit. Mais pour prendre une enquête très récente qui a été faite, en Chine aujourd'hui, on a fait une analyse de ce qui s'est produit depuis 20 ans. Et on sait que la Chine, depuis 20 ans, depuis le début des années 90, connaît un taux de croissance exceptionnel. Plus 10% chaque année. Ça veut dire qu'en cumulé, sur 20 ans, la Chine est 4 fois plus riche qu'elle n'était en 90. C'est-à-dire qu'on n'aura jamais dans l'histoire une expérience naturelle, pour parler comme les biologistes, aussi claire que celle-là. Que disent les statistiques? Malgré une augmentation invraisemblable de leur richesse, les Chinois en moyenne ne sont pas plus heureux. Alors c'est vrai que le tiers supérieur est plus heureux, mais le tiers inférieur, les moins et dans les mêmes proportions, le tiers médian stagne. Donc là, on a à l'œil nu la démonstration de cette absence de corrélation entre la prospérité, la croissance et le degré de satisfaction. C'est un problème de prospérité ou de modèle industriel? Parce que vous nous décrivez très bien cette société qui a renoncé à ses usines, qui a fait le choix de stratégies comme ça très spécialisées, etc. Et avec tout ce qui s'ensuit, c'est-à-dire les délocalisations, les sous-traitances, qui ont l'air d'être essentielles dans ce que vous démontrez. Oui, il y a en effet, dans une vision un peu générale qu'on peut avoir, un regard singulier sur les 30 dernières années, on va dire maintenant, dans les pays occidentaux. Indiscutablement, toutes les sociétés, pour être harmonieuses, s'appuient sur des institutions qui favorisent la coopération, par exemple les familles, où on est entre soi et on s'aime, enfin en général, disons, et puis la compétition, le marché, et on essaye d'articuler les deux. Et la société industrielle des années 50-60, qui est un peu un âge d'or, y compris d'ailleurs dans les indices de satisfaction, aux États-Unis, on n'a jamais été aussi heureux qu'au tournant des années 50-60, il y a un équilibre, je crois, en tout cas rétrospectivement, qu'on peut appeler tel, entre la compétition sur les marchés, on fabrique des voitures, il faut qu'elles soient plus belles, plus performantes que les voisins, et puis la coopération au sein des entreprises. Au sein des entreprises, il y a de fait une solidarité entre tous les étages de la société, les ouvriers, les contremaîtres, les ingénieurs et les patrons. Tout ça appartient au même monde et on va du même pas. Dans les années 50-60, jamais on n'aurait pu imaginer qu'un patron s'augmente quand ses salariés baissent. S'ils baissent, tout le monde baisse. Il ne peut pas y avoir de disproportion entre les deux. Pourquoi? Parce que, beaucoup de choses sont produites, mais on sort de la guerre et ça a laissé une trace, une exigence morale, je crois, il faut parler de ce terme, différent, et donc on avance du même pas. Dans les années 90, à partir des années 80, la révolution financière, la déréglementation, cet équilibre est brisé. Et même les firmes qui étaient des lieux de protection face au marché deviennent à leur tour beaucoup plus éclatées. Il y a une mise en concurrence, il y a des primes, il y a de l'externalisation. Et là, il y a une ces sous-traitances qui éloignent les notions de bonheur et de moralité. Donnez-moi un exemple concret pour qu'on comprenne bien ça. Pour le dire bêtement, il y a une chose très importante, c'est la valeur travail, comme disent les sociologues. C'est-à-dire le fait que quand on va travailler, j'espère que c'est votre cas, en tout cas ça l'est certainement pour moi encore dans une très large mesure, quand je vais travailler, c'est bien sûr parce qu'il faut gagner sa vie, mais aussi parce que les anthropologues vous le répéteront à tour de bras. Lévi-Strauss a beaucoup de phrases très intéressantes là-dessus. On veut laisser sa marque dans la société, on cherche l'assentiment des autres, le regard bienveillant, admiratif peut-être de ses collègues. Donc tout ça fait qu'on est dans une société où le travail, normalement, a une valeur positive. Eh bien, avec cette déréglementation, le travail devient progressivement ce qu'il est dans les livres d'économie, c'est-à-dire une souffrance pour gagner de l'argent. Il n'est plus de moins en moins un lieu de satisfaction, on a peur d'être licencié, on cherche une prime, une promotion. Bref, le travail est vidé de sa valeur. Et ça,
Avec de vrais effets dominos, puisque vous parlez, ouais, avec de vrais effets dominos, puisque vous parlez aussi des conséquences dans la cellule familiale et vous corrélez l'importance du divorce aujourd'hui à ce nouveau phénomène économique, ce nouveau fonctionnement économique. Oui, on est dans une société qui est plus compétitive dans tous les sens possibles. Je donne un exemple qui est tiré d'une statistique très rigoureuse, qui est que lorsqu'une femme aux États-Unis, lorsqu'une femme a une sœur dont le mari gagne plus que le propre mari de cette femme, eh bien, elle va travailler davantage pour compenser les écarts. Ça veut dire que la rivalité, en effet, est partout. Elle existe au sein même de la famille. Et du coup, le bonheur devient un jeu à somme nulle. Il y a ceux qui réussissent, ce que le sociologue Robert Castel appelle les individus par excès, et ceux qui échouent, les individus par défaut. Le bonheur est un jeu à somme nulle. Je donnais les statistiques chinoises, le tiers supérieur gagne, le tiers inférieur perd, le médian stagne. Au total, le bonheur des uns se fait au détriment des autres. C'est ça la nouveauté par rapport à l'idée qu'on pouvait se faire d'une société qui allait vers l'harmonie. Et on termine